Aujourd'hui, j'ai une vie qui est heureuse intérieurement. Je suis vraiment dans cette forme de bonheur dont on parle, les 3 secrets du bonheur. Nous sommes très heureuses d'accueillir aujourd'hui Luce Van Ritem, une des maîtres de Samadeva, pendant cette émission spéciale dédiée à 20 ans de la Libre Université de Samadeva. Donc, Luce, merci d'être là avec nous. Et aussi quelques mots que Luce Van Ritem est, comme je dis, une des maîtres de Samadeva, aussi une des associées de la Libre Université de Samadeva. Et aussi, le dernier temple, elle dédie beaucoup de temps de 8e branche de Samadeva qui est reliée à l'art, aux impressions. Donc, merci. Et peut-être une chose que les gens veulent savoir aussi, quelques mots sur ton biographie. Est-ce que tu peux nous rencontrer quelques mots sur ton parcours avant quand tu as rencontré Samadeva? Bonjour à toutes et à tous, très heureuse d'être là avec vous Solvega et dans cette libre université du Samadeva que j'aime beaucoup puisque c'est ma vie depuis plus de 20 ans. Alors qu'est-ce que j'ai fait avant la rencontre du Samadeva? Eh bien, j'ai eu la chance à partir de 10 ans de vivre avec mes parents dans la nature. Et j'aime beaucoup la nature. Mes parents aimaient la nature. Ils avaient le respect des plantes, des fleurs, des arbres, des fruits. Et j'ai baigné dans ce respect et cet amour. Et alors on allait se promener tous les week-ends dans les champs, dans les forêts. Et aussi, j'avais la chance d'avoir des parents qui aimaient ce qui était beau. Donc les belles natures, les beaux paysages, mais également les belles architectures. Ils étaient très ouverts à tout ce qui était culturel. Et donc on a d'ailleurs beaucoup voyagé en Alsace, puisque je suis née en Lorraine. En Alsace, à travers les montagnes, le mont Saint-Odile, que j'ai connu donc toute petite, et les châteaux, puisqu'il y a au moins 400 châteaux forts en Alsace. Et ils aimaient les pierres, les belles bâtisses. Donc je pense qu'ils m'ont transmis ça, cette beauté dans tout ce qui était à l'extérieur déjà, mais ils aimaient également la musique, le chant. Donc nous baignions dans cette ambiance-là et mon père était aussi accordéoniste. J'aurais aimé l'entendre plus souvent. Il jouait surtout quand il était jeune, mais ils nous ont transmis ça et pour moi ça a été une nourriture très importante. Des lectures aussi, ils aimaient lire. Et j'ai eu cette enfance, on va dire, joyeuse, avec beaucoup d'amis. J'aimais beaucoup faire du sport, j'étais déjà un peu dynamique, active. J'aimais, on va dire, faire des randonnées avec mes amis. Et il se trouve qu'à l'âge de 15 ans, ma mère est tombée malade, donc notre vie a changé. Et elle a survécu à son cancer pendant 6-7 ans. Et lorsque j'avais 21 ans, donc elle est partie. Et notre vie s'est transformée. Mais comme j'avais aimé toute cette dimension de la beauté et de tout ce qui était artistique, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et donc je me suis formée pour être professeure d'art. Donc j'ai fait les études nécessaires à la faculté. Et à 24 ans et demi, je venais d'avoir mon CAPES, c'était un concours pour être professeur. C'est là que quelques mois après, j'ai eu la grande chance de rencontrer l'enseignement du Samadeva. Et évidemment, ma vie s'est complètement transformée. Est-ce que tu cherchais Samadeva ou comment ça est venu que tu as rencontré? Est-ce que c'était la personne qui tu parlais à propos de Samadeva? Alors en fait, je ne cherchais pas du tout, mais j'aimais ce qui était, on va dire, ce qui était caché derrière les apparences. Et j'aimais chercher les secrets derrière les choses, derrière
même l'architecture, derrière tout ça, les histoires des châteaux, comme je disais. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Mais je ne cherchais pas spécialement. Et c'est à une période de ma vie où j'avais quelques difficultés, j'avais pas réussi un concours, j'avais un ami musicien qui habitait en Bretagne, que je ne pouvais pas rejoindre parce que j'avais pas de mutation dans l'éducation nationale. Et c'est à ce moment-là qu'une de mes amies me dit « Viens, on va aller écouter une conférence quelque part, en Lorraine. » Et alors je lui dis oui, avec plaisir. Et cette conférence parlait du manque de liberté de soi. Et elle n'a duré qu'un quart d'heure. Ce n'était pas Idriss Lor qui la faisait, c'était un de ses élèves. Et tout de suite, c'est rentré dans toutes mes oreilles. Et je me disais, mais c'est exactement ma situation. Je suis triste, je suis désespérée. Parce qu'en fait, eh bien, je suis identifiée, c'est un terme que j'ai appris par la suite, identifiée à ma situation extérieure, où ça n'allait pas comme je le souhaitais. Et donc j'étais triste, j'étais dépressive. Et au bout de ce quart d'heure, c'est comme si je me suis réveillée ou quelque chose s'est éclairé. Et c'est là que mon ami, en observant mon état, me dit « Mais tu sais, dans 3 semaines, Idriss Lor va faire un stage pour des jeunes qui ont 25 ans. Et elle me dit « Tu as l'âge, si tu veux, tu peux poser la question. » Et j'ai eu l'autorisation de faire ce stage. Donc c'était en juillet 1993. Et suite à ce stage, eh bien, ma vie s'est transformée et je n'ai fait que d'apprendre, aimer, découvrir et je n'ai pas arrêté depuis. Est-ce que tu peux partager, parce qu'on dit souvent que quand on rencontre Samadeva, la vie change, ce que tu as dit même maintenant. Donc qu'est-ce qui a changé, ou qu'est-ce que tu as appris pendant cette vingtaine d'années ou plusieurs années avec le Samadeva? Aujourd'hui, donc ça fait 30 ans, ça fera 30 ans au mois de juillet, lors du festival des 20 ans de la Libre Université. Et qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris d'abord à m'observer, à découvrir petit à petit qui j'étais, évidemment de sortir de beaucoup d'illusions. Et j'ai appris au fur et à mesure toutes les branches du Samadeva comme un moyen de se connaître, un moyen de regarder l'être humain totalement différemment. Et je vois tellement cette différence quand, même quand j'étais professeur avec des élèves, je voyais une masse de personnes, je ne voyais pas l'individu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que m'a appris Idriss Lor, de regarder chaque être humain dans sa valeur la plus précieuse, dans ce qu'on appelle son essence, cette dimension fine, élevée, grande, subtile, peu importe comment nous l'appelons, ou notre âme, ou notre conscience, mais de voir cette conscience dans les êtres humains. Et ça, c'était quelque chose qui, évidemment, je ne savais déjà pas que j'avais une essence, et certainement pas dans les autres personnes qui m'entouraient. J'avais l'habitude, de par aussi mon éducation, on va dire, presque d'utiliser les gens à mon service comme des objets, jusqu'à ce que je découvre cette humanité dans chacun, mais il m'a fallu du temps pour déjà la découvrir en moi-même. Et on va dire que Idriss Lor, en 30 ans, m'a tout appris. Non seulement une belle éducation, de la première éducation, comme on dit, de notre personnalité, mais ensuite il a commencé à me permettre de découvrir cette deuxième éducation de notre être, de notre essence, de qui nous sommes véritablement, notre véritable nature, un être humain qui décide d'être meilleur, d'être bon, d'être ouvert, sympathique avec les gens qui l'entourent, d'être intéressé par tout. Et j'ai adoré cette définition d'intéressé du terme latin interesse, c'est-à-dire être au milieu des gens, au milieu de tout ce que l'on voit. Donc de se sentir concerné, de regarder, de voir et d'apprendre à voir différemment. Comme il disait, d'ouvrir petit à petit les yeux du cœur.
Donc de voir la beauté et la grandeur dans ce qui nous entoure, mais dans les choses, dans la nature, dans les plantes, dans les fleurs. En fait, pour ma part, il a ouvert les yeux, et il a ouvert le cœur, ça c'est sûr. Quand même, vous avez la chance de travailler avec lui très proche, avec les liens proches, chaque jour presque peut-être. Oui. Et comment c'était travailler avec la fondateur de la Libre Université de Samadeva? Alors, c'était quand même, c'était très beau, très grand, mais ce n'était pas très confortable. Mais il se trouve qu'à 25 ans, lorsque j'ai fait ce premier stage et que je voulais tout découvrir, tout apprendre, j'ai perçu que j'avais cette soif d'apprendre. Je lui ai dit ce que je voulais devenir dans mon idée de 25 ans, mais je voulais apprendre, connaître et transmettre tout ce qu'il transmettait. Je lui ai dit, un jour je veux devenir comme vous, je veux être comme vous, parce que j'avais déjà vu la grandeur non seulement de sa générosité, de son inclusion, mais également de sa pédagogie. Et comme j'étais enseignante, j'étais très sensible à la pédagogie, et pour moi c'était vraiment une pédagogie de l'être, comme je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Or j'ai eu de nombreux professeurs, tout au long de mon parcours, et à la faculté on a eu de nombreux professeurs aussi, et certains m'ont marqué dans leur niveau d'être ou dans ce qu'ils transmettaient, mais jamais j'ai vu un enseignant comme il était. Et donc j'ai voulu apprendre tout ça. Et je suis venue avec, on va dire, un peu cette arrogance de quelqu'un de 25 ans. Il dit, voilà, je veux devenir comme vous. Et il m'a regardé en souriant. Il m'a dit oui, mais le prix sera cher. Et alors moi, oui, 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 bien sûr. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et au fur et à mesure des années, j'ai compris. C'était pas le prix financier, c'était le prix du sacrifice de tout ce qui n'est pas favorable en soi pour devenir quelqu'un. C'est-à-dire tout ce qui est négatif, tout ce qu'on appelle nos traits négatifs du caractère. Et nous les avons tous, les 16 traits négatifs du caractère, instinctifs. Et mon but, c'était d'atteindre un jour le 17e trait, le trait de l'amour, que je voyais incarner, comme vous dites, chaque jour, dans tous les gestes, dans toutes les expressions, toutes les paroles, mais toujours cette bienveillance associée à la fermeté et la discipline. Et ça, ces deux grandes forces ensemble, je pense que c'est ce qui m'a touchée et marqué le plus et qui m'a forgée intérieurement. D'apprendre, par exemple, toutes les structures qu'il y a dans le Samadeva, tous les protocoles, toutes les méthodes, toutes les techniques de bien-être, mais parfaitement, comme il disait, sans hésitation et avec précision. Parce que je savais que ces structures, ou toutes les structures, c'est comme si elles sont l'écrin dans lequel on peut accueillir ensuite la dimension de l'être, la dimension de la conscience, du niveau supérieur qu'il y a derrière ces structures, ou ces protocoles, ou ces techniques. Et comme on n'est pas à ce niveau-là dans notre être, si déjà on apprend, et on apprend correctement, puisque ces méthodes viennent de cette conscience supérieure qu'il avait, alors c'était le chemin comme le raccourci pour un jour être. Et ça, je l'ai compris dès le départ. Donc, évidemment qu'il y avait beaucoup de travail pour intégrer les 9 branches, travail personnel, travail avec les autres, de transmission. Des fois, on devait transmettre alors que ce n'était pas complètement encore intégré en soi. Mais il fallait être capable de le transmettre comme si c'était intégré. Donc on était obligé de se mettre au niveau de quelqu'un qui savait déjà ce dont il parlait, alors que la connaissance était encore un peu fragile en soi. Mais c'était un chemin intensif, abrupt et rapide, parce que certains parmi nous, et pour ma part, j'avais posé cette intention et il ne l'a jamais oubliée, même quand moi j'oubliais de temps en temps, où je me disais « oh, c'est un peu trop, il faudrait un peu plus de temps ».
Et non, non, il nous poussait pour faire certains stages. Et après, j'étais tellement reconnaissante. Parce que l'effort de l'apprentissage, de l'intégration, et ensuite l'effort de retransmettre au meilleur niveau de ce que nous avions appris en étant ouverts aux personnes, ouverts aux nouvelles personnes qui venaient, qui découvraient dans l'accueil, le respect de certains plus anciens. C'était la pédagogie qu'on devait adapter pour des nouveaux et en même temps un approfondissement pour ceux qui savaient déjà. Et ça, c'était vraiment au début un tour de force pour nous, ou un challenge. Mais à plusieurs, avec tous les maîtres du Samadeva, on a pu faire des stages à plusieurs, on s'entraidait. Quand l'un disait « Oula, ça va être difficile », mais non, on a la force du Samadeva derrière nous et évidemment cette bienveillance d'Idriss Laor, qui dans sa fermeté, dans ses demandes, cette discipline qu'il nous demandait, il y avait toujours, sans être touché, cette bonté et ce grand amour. Vraiment un amour véritable qui nous accueille comme nous sommes et qui nous élève chaque jour, qui nous montre nos limitations et nos manquements. Mais pas pour nous pointer ou nous juger, mais pour qu'on regarde. Et c'est à partir du moment où on regarde en face une limitation, un manquement ou un défaut, alors on peut l'accueillir et faire le pas suivant. Parce qu'en plus, on avait toutes les méthodes pour faire les pas suivants. Mais il fallait trouver cette force en soi, cette capacité de mettre son orgueil ou sa vanité de côté quand il fallait regarder quelque chose qui n'est pas agréable, ni pour soi, ni pour les autres. Et il ne faisait aucun compromis par rapport à notre fausse personnalité, ce qui est négatif en soi, ou ce qu'on ne voulait pas dépasser. Et ça a été vraiment, et je pense pour tous les maîtres du Samadeva, on ne pouvait pas transmettre ou continuer à transmettre si on n'incarnait pas progressivement ce dont on parlait. Et j'ai une anecdote vraiment qui m'a marquée. C'était en septembre 2010. Je suis allée à Saintes faire la première session de praticiens euphonistes énergéticiens. C'était les premières sessions délocalisées en France. Dans les régions. Voilà, puisque tout se passait d'abord à la Libre Université. Et en 2010, tout le mois de septembre, j'étais à chaque week-end dans une autre région. Et là, j'étais à Saintes et j'avais fait ce très beau cours qu'on appelle la considération intérieure et considération extérieure. Et donc, ce sont des termes que nous expliquons dans nos cours de nouvelle psychologie spirituelle. Et la considération intérieure, c'est quand on rumine sur ce que les autres devraient faire pour nous, c'est-à-dire qu'on est complètement égocentré, on est négatif, et pourquoi il ne m'a pas dit bonjour, et pourquoi il ne me porte pas d'attention, pourquoi il ne marque pas, on va dire, son respect à mon égard, pourquoi il ne fait pas ça pour moi, etc. Et ensuite, de voir ça et d'être capable alors d'agir autrement, d'entrer dans ce qu'on appelle la considération extérieure, c'est-à-dire je considère les autres, je suis attentif aux autres, peut-être à leurs besoins, à ce qui serait bien pour eux, je m'ouvre aux autres plutôt que d'être égocentré et d'attendre que tout vienne vers moi comme si j'étais le centre du monde. Et j'aimais tellement ce cours et j'ai trouvé ça tellement beau, cette transformation de la considération intérieure vers la considération extérieure. Et le lendemain, le lundi, je reviens en Alsace et je suis tellement heureuse de pouvoir partager ce que j'ai vécu avec ces stagiaires à Saintes. Et Idriss Laor vient vers moi et en fait, il passe à côté de moi sans me dire bonjour. Et il va plus loin vers d'autres amis. Alors je me dis, bon, il ne m'a pas vu, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce que... Voilà. Et il repasse une deuxième fois et il ne me salue pas et il ne me demande pas comment s'est passé mon stage, etc. Alors là, je ne comprends pas. Et qu'est-ce qui commence à s'éveiller en moi? La considération intérieure. C'est pas possible, on transmet l'enseignement, on fait des voyages.
ce sont des efforts, du travail, etc. Et puis ils me demandent même pas comment ça s'est passé. Donc, j'ai commencé à considérer intérieurement toute la journée comme dans le passé, dans ma fausse personnalité. Et nous étions avec quelques amis le soir, et j'étais toujours négative à son égard. Je disais, c'est pas possible. Et donc, il passe près de ce groupe, et les amis étaient tellement heureux de le voir, mais moi, c'est comme si je faisais un peu la tête. Et donc, il passe à côté de ce groupe, et il dit, je ne peux pas venir dans ce groupe, parce que Luce est négative à mon égard. Donc, il n'y a pas de place pour moi dans ce cercle. Alors moi qui tentais toute la journée d'être discrète, voilà une belle situation pour ma vanité et faire le travail immédiat d'acceptation et on va dire de sentiment d'être désolée d'être encore dans cet état et de lui faire subir ces émotions négatives et évidemment à tous ceux qui m'entouraient. Et à partir de ce jour-là, pour moi ça a été comme une vraie leçon où je me suis dit, ça c'est plus possible. Je ne peux plus transmettre quelque chose que je ne suis pas capable de vivre le lendemain. C'est impossible. Donc c'est comme si j'avais vécu que mon âme ne supportait plus ça. C'était impossible. Comme de renier, on va dire, la grandeur de ce qui était transmis juste avant. Et donc, il y a eu un déclic. Et là, j'ai décidé de ne plus souffrir pour, on va dire, des histoires infantiles ou psychologiques, mais de me placer dans la véritable adulte mature, avec tout ce qu'on apprenait et toutes les méthodes nous étaient transmises par Idriss Laor. Et de cheminer à ses côtés comme, on va dire, une alliée, une amie, qui était prête à faire les efforts, qui était prête évidemment à être au service pour tous les autres, puisque c'est à ce moment-là que j'ai vraiment perçu sa dimension d'être humain. Certains parlent même de bodhisattva, mais au service de la souffrance de tous les êtres humains, de permettre aux êtres humains de se libérer et de découvrir, on va dire, ce qu'il y a de beau, de grand et de vrai en eux. Et j'ai voulu soutenir ça au prix du sacrifice de mon ego, quand ça ne lui plaisait pas, de mon confort, évidemment, et de tout ce qui n'est pas cette dimension essentielle. Et alors, évidemment que là, le travail s'est complètement transformé. Donc, on va dire, en 2010, il m'a fallu quand même des années pour bien percevoir tout cela et de devenir cette collaboratrice à ses côtés. Et c'était le plus beau cadeau, évidemment, mais qui demandait cet investissement. Mais j'ai dit oui, j'étais en accord pour cela. Tout mon être était en accord. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui m'anime encore. Pour moi, chaque stage que je fais aujourd'hui, depuis son départ en avril 2020, c'est un hommage que je lui rends pour le remercier de tout ce qu'il m'a transmis et comment il m'a forgé. Je sais que je ne ressemble plus à celle d'il y a 25 ans ou 30 ans, parce que je me souviens comment je vivais intérieurement. Aujourd'hui, j'ai une vie qui est heureuse intérieurement, je suis vraiment dans cette forme de bonheur dont on parle, les 3 secrets du bonheur, très belle conférence, mais on le vit constamment. On ne fait plus dépendre notre bonheur de ce qui est à l'extérieur, on décide intérieurement. Nous veillons à être présents le plus souvent possible dans notre journée, et tellement de gratitude et de reconnaissance que j'exprime quasiment chaque instant quand je rentre dans mon petit chalet en bois, quand je rentre dans mon van aménagé, quand je rencontre les amis, quand je peux transmettre, quand je rencontre des nouvelles personnes comme hier soir, quand je partage le yoga de Samara que j'aime tant et n'importe quelle branche du Samadeva, je suis constamment dans la reconnaissance, dans la gratitude pour cette vie merveilleuse que nous avons forgée ensemble avec Idriss Laor et tous mes amis, maîtres du Samadeva et
tous les amis du Samadeva, parce que c'est grâce à nos partenaires, grâce aux stagiaires qu'on a pu transmettre et qui nous ont permis de grandir de stage en stage. Autant nous, on a vu les révolutions en tant que stagiaires qui découvraient, mais eux aussi, ils nous ont vus évoluer au fur et à mesure qu'on avançait dans les années. En fait, on s'est entraidés mutuellement à grandir, à devenir des dignes représentants de l'enseignement du Samadeva d'Idriss Lahore. Et nous savons tout le chemin que nous avons encore à parcourir. Mais ça m'enthousiasme, parce que chaque branche du Samadeva, il y a tellement de profondeur et tellement d'élévation qu'on n'en connaît que, on va dire, la surface ou l'apparence. Et il y a tout à approfondir, à chercher derrière, et on en a jusqu'à la fin de notre vie. Ça, je le sais. Donc c'est magnifique ce qu'il nous a donné et ce qu'il nous a légué, laissé maintenant à approfondir, à chercher. Parce que je crois qu'une des grandes leçons quand même, aussi, qui nous a enseigné, c'est de devenir de véritables chercheurs de vérité, de bonté et de beauté. De ne pas se fier simplement aux apparences, d'aller voir ce qu'il y a derrière. D'apprendre à regarder avec plus de réalisme, d'ouvrir le cœur et de sentir cette générosité, cette bonté, mais ça s'apprend véritablement. D'ouvrir les yeux de la beauté. Un jour, il disait, ça peut être beau à l'extérieur, mais la véritable beauté est à contacter à l'intérieur. Et on ne peut alors voir le beau à l'extérieur qu'à partir du moment où on a éveillé le beau en soi et on est capable de regarder à partir des yeux de cette beauté en soi. Et c'est pas la beauté comme on la connaît habituellement, on va dire avec quelque chose qui brille à l'extérieur. Non, la véritable beauté intérieure, elle est très discrète, mais elle illumine encore plus que la beauté qui brille, qui en met plein les yeux, comme on dit. Et ça, un jour, c'était aussi très beau. Je me souviens exactement du moment où j'ai vu cette beauté intérieure chez Idriss Lahore. C'était un homme, comme la plupart d'entre nous, peut-être ont vu des vidéos, des photos. On aurait pu passer à côté de cet homme comme un homme commun, tous les êtres humains. Et c'est comme ça que je le voyais au début quand j'étais jeune. Bon, un homme qui avait une certaine prestance, mais qui m'attirait pas plus que ça par une forme de beauté extérieure. Et un jour, je descendais les escaliers d'un endroit où nous étions, et il était adossé à une rampe d'escalier. Et je suis passée à côté et j'ai été frappée par une beauté qui émanait de son personnage, mais qui n'était pas la beauté de son costume ou de son sourire ou de ses cheveux ou de ses chaussures. Quelque chose de beau émanait de lui, dans sa posture, mais quand même de son regard. Et j'ai été frappée. J'étais marquée parce que j'étais étonnée. Je n'avais pas vu ça avant. Et je suis rentrée dans une pièce et quelques instants après, il est venu. Et il me dit « Oui, vous voulez me dire quelque chose ?» Et j'étais sous l'effet, je dis « Oui. » C'est la première fois que je vois cette beauté qui émane de vous, mais c'est pas une beauté qui est extérieure, et je ne sais pas comment dire. Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'un jour, on peut être sensible à la beauté intérieure. Et alors, quand on a été touché par cela, c'est quelque chose qui ne nous quitte plus, et on va chercher ou voir le beau
à partir de cette beauté intérieure qui résonne dans la beauté intérieure de l'autre. Et l'extérieur peut être beau aussi, et on voit évidemment que nous sommes sensibles à cette beauté extérieure, mais c'est pas le plus important, et c'est surtout que cette beauté extérieure va se construire à partir de l'émanation de la beauté intérieure. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il nous a appris à créer la beauté des impressions dans une salle. Il a fait beaucoup de peinture, Idriss Lahore, et il nous a montré un jour comment décorer une salle, comment on mettait ces tableaux sur les murs, comment on pouvait mettre une plante ou un objet, un bel objet, sans que ce soit trop dans l'excès, mais avec une forme de structure dans l'espace, et à partir de ce regard de la beauté intérieure, qui englobe ceux qui vont être accueillis par exemple dans cette salle, ou ceux qui regardent, ou même qui nous voient dans cette beauté des impressions, que ce soit des vêtements, que ce soit comment on s'assoit, une certaine droiture, mais c'est totalement différent de la beauté habituelle, de l'image de soi, d'une forme de narcissisme ou autre, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est un sens qu'on peut éveiller en soi. Et c'est vraiment une des choses qu'il a, je pense, éveillé dans chacun d'entre nous, ces trois grandes valeurs, de chercher derrière sa apparence ce qui est vrai, ce qui est clair, de sentir la bonté de quelqu'un ou la bonté d'une situation. Et cette beauté, ces trois grandes valeurs universelles, ça ce serait quasiment pour moi presque le résumé de tout ce que j'ai appris, mais à travers toutes les méthodes, toutes les branches, tous les enseignements qu'il a donnés. Et maintenant je fais le lien, c'est intéressant. Quand j'étais jeune, on va dire adolescente, j'ai eu la chance de découvrir la Bretagne. Et j'ai aimé ce pays, je l'ai découvert à travers le chant, à travers la danse, à travers tout ce qui était artistique. Et j'ai été frappée aussi, marquée par cette forme du Triskel. Et après, j'ai compris que c'était la représentation du soleil. Et on appelle en Bretagne Eolbreizh, le soleil breton, avec ce feu qui part dans les trois directions du soleil. Mais en fait, le Triskel, c'est la représentation des trois valeurs universelles. Et mon amour de la Bretagne, pendant 10 ans, j'ai habité en Bretagne, et l'amour de l'enseignement à travers ces trois valeurs universelles ont pu pour moi se retrouver le jour, en 2017, Idriss Lahore a accepté d'aller en Bretagne, sur ces terres celtes, et de transmettre là-bas à beaucoup de gens, beaucoup de personnes nouvelles, comme il ne le faisait plus pendant des années auparavant. Il s'est ouvert à ce peuple, il a, on va dire, mis en lumière les valeurs de la Bretagne et de façon plus générale des pays celtiques, de l'Irlande, Pays de Galles, Écosse où lui-même il a été. Et il en a parlé avec tant de respect, d'amour, des us et coutumes des régions et des peuples. Pour moi, ça m'a permis de, on va dire, à nouveau assembler ou relier, on va dire, mes deux plus grands amours de cette vie, l'amour de ce pays et de ces pays celtes et l'amour de l'enseignement. Ça a été pour moi un événement très important et une gratitude infinie. Je crois que quand j'ai appris par Idriss Lahore qu'il venait en Bretagne, j'ai eu une joie comme j'ai jamais eu. Une joie non seulement débordante, mais qui animait toutes mes cellules jusqu'au fond. Je me vois encore. C'était très très particulier. Et
Je sais que je dois poursuivre un jour dans ces pays. La transmission, ça vient tout doucement. Donc j'étais marquée il y a 5 ans par ce passage. Et en plus, ce qui était très intéressant, je ne l'ai pas vu à ce moment-là, mais il m'a demandé, avec mon amie Véronique, d'organiser un stage pour des jeunes, entre 25 et 35 ans. Et il n'avait pas fait d'autres stages jeunes depuis 1993 jusqu'en 2017. Et évidemment, j'étais tellement heureuse de faire ça, puisque j'étais venue à travers un stage jeune. Et donc, on a mis toute notre énergie pour que ce stage ait lieu avec 50 jeunes. Et ce n'est que 3 ans après, lorsqu'il est parti, que j'ai compris que pour ma part, il y avait une boucle ou une octave qui était dans une forme de réalisation entre mon premier stage à 25 ans, tout ce laboratoire d'apprentissage des méthodes, mais surtout de l'être. Et c'est comme si il reconnaissait mon investissement dans les premières années en Bretagne, et en même temps il m'ouvrait la porte et perspective vers le futur, avec de nouveaux jeunes que nous avons rencontrés, et notamment des jeunes bretonnes qui sont de plus en plus engagées dans l'enseignement. Et je suis très reconnaissante de cela. Ce que je vois, oui, une boucle qui s'est faite. Mais comme on apprend dans l'enseignement de la nouvelle psychologie spirituelle, lorsqu'une octave arrive à une forme de réalisation, il y a un nouveau do qui sonne, et de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Et je suis dans cette ouverture aujourd'hui avec non seulement beaucoup de gratitude, beaucoup de bonheur et beaucoup de reconnaissance pour continuer à œuvrer dans le sens de tout ce qu'il nous a transmis. Si je demande qu'est-ce que c'est pour toi Samadeva, est-ce que tu peux dire dans 1, 2, 3 phrases? Oui. Le Samadeva, pour moi, je le vis vraiment intérieurement comme cette écoute, la véritable écoute, le sama, de ce qu'il y a de plus élevé en soi et dans les autres, et d'éveiller cette écoute chez les autres, par tous les moyens, en chantant, en dansant, en faisant de la peinture, en faisant des techniques énergétiques, des constellations, permettre aux êtres humains de ressentir, d'être à l'écoute de cette véritable nature. Et le symbole pour moi du Samadeva, c'est vraiment cette danseuse du Samadeva, cet être humain qui est un peu androgyne, homme-femme, qui rassemble nos deux énergies en nous, féminine, masculine, et qui s'élève vers le haut. Pour moi, c'est vraiment ça le Samadeva. Peut-être on peut avoir une pensée que peut-être certaines personnes vont écouter cette vidéo après 20 ans, quand on va fêter 40 ans de la Libre Université du Samadeva. Ah oui, d'accord. Oui. Peut-être il y a quelque chose que tu veux dire pour les personnes qui vont rencontrer le Samadeva et la Libre Université du Samadeva dans le futur? Évidemment que c'est la plus belle rencontre pour notre vie. C'est la raison pour laquelle je me sens tellement concernée et investie dans la formation des enseignants du Samadeva, parce que je sais que c'est eux qui seront là dans 20 ans. Et cette qualité d'enseignement, cette qualité de la précision, de la clarté dans ce que nous transmettons, pour nous hisser au niveau de ce que nous transmettons, de toutes ces méthodes, de faire ce travail sur soi pour émaner le plus beau et toucher l'essence de tout ce qu'on rencontre. Ce qui fait que dans 20 ans, grâce à votre investissement et à tous les jeunes que nous formons, des individus pourront rencontrer encore l'écho vivant
de l'enseignement d'Idriss Lahore. Et on peut y venir par n'importe quelle porte. Certains aiment la danse, venez découvrir le Yoga de Samara. Certains aiment les plantes, par exemple, la nature. Venez découvrir tout ce qui est autour de la nature, les encens, la santé par les plantes dans le Samadeva. Certains aiment des exercices pour le dos ou font du yoga, Hatha Yoga. Venez découvrir la branche qui est autour de tout ce qui est des traitements manuels, vertébraux, articulaires, comment on remet toutes les articulations en place. Certains aiment toutes les théories sur les différentes théories de la personnalité. Venez découvrir la psychologie de l'énéagramme. C'est tellement intéressant, ces 9 types d'êtres humains sur Terre, comme, on va dire, la beauté de chaque être humain sur Terre, mais à travers 9 visages. Et tous ceux qui aiment, évidemment, on va dire, la philosophie ou l'étude de la nature humaine, qu'on appelle l'anthropologie, ou la psycho-anthropologie, l'étude de la nature humaine dans sa psyché. Venez faire des stages autour de la nouvelle psychologie spirituelle. Ceux qui veulent devenir des accompagnants dans la relation d'aide, venez faire la formation, la plus belle formation à la Libre Université de praticiens, euphonistes, énergéticiens. Les euphonistes sont à l'écoute de ce qu'il y a de plus élevé en eux et dans ceux qu'ils accueillent, leurs clients, leurs patients. C'est une des plus belles formations au monde et ça peut être un des plus beaux métiers du monde. D'être à l'écoute des personnes, de les libérer de leur souffrance et de leur permettre de vivre une vie heureuse, quelles que soient les conditions extérieures de notre vie. Nous savons, nous sommes un monde délicat, difficile, et pourtant, nous, on a traversé ces dernières années de confinement, de virus, etc., mais en gardant le sourire, en nous adaptant à tout ce qui était proposé, mais avec intelligence et l'ouverture du cœur. Donc, quoi qu'il se passe, et on ne sait pas ce qui se passera dans 20 ans, mais cet enseignement est un enseignement universel qui nous permet de rester dans notre droiture d'humain, dans cette dignité humaine, dans le respect, dans cette beauté, cette ouverture, cette curiosité, cet enthousiasme, quoi qu'il se passe. Ça, c'est vraiment l'enseignement du Samadeva pour moi. Vraiment. Et ça ne nous quitte plus une fois qu'on a découvert tout cela et qu'on le vit, qu'on l'incarne et qu'on le met en application, évidemment. Voilà le message pour ceux qui arriveront dans 20 ans. Et c'est évident que, avec les efforts que nous faisons pour transmettre aujourd'hui aux enseignants le meilleur niveau, ils pourront recevoir, on va dire, cette force de vie qu'il y a dans le Samadeva avec tous ceux qui le transmettront. J'en suis convaincue, et que ce soit en France, en Alsace ici, que ce soit dans toutes les régions de France et dans tous les pays. Nous avons beaucoup d'amis qui se sont formés. Donc l'enseignement du Samadeva, on sera peut-être là au festival, les 40 ans, peut-être qu'on dansera encore, on espère bien, et ce sera encore une porte, on va dire, de bien-être, de bonheur qui s'ouvrira à tous ceux qui résonneront à cet enseignement, évidemment. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux ajouter pour clôturer cet bel moment ensemble? Je suis heureuse de pouvoir partager ce que nous aimons et que d'autres résonnent à cet amour, à cette beauté, à cette véracité dans le Samadeva. Je pense que beaucoup de personnes peuvent être touchées par peut-être ces paroles, je ne sais pas, mais surtout si on se rencontre de façon vivante. Et il y a ce moment si précieux cet été, le 18-19 juillet, c'est bien cela, où là nous sommes tous présents et on vit tout ce dont on parle
avec les personnes qui viennent, qui nous découvrent, ou les anciennes qui viennent revivre cette ambiance festive du Samadeva, car le Samadeva, c'est vraiment, on va dire, la fête de la vie, de la grande vie, avec un grand V, vraiment. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute, vos questions, et dans la joie de poursuivre cette belle vie ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci.